Voilà, on se retrouve pour poursuivre notre matinée. J'espère que vous avez pu profiter de la pause, même si elle était courte, pour voilà, souffler un petit peu. Eh bien, là, sur l'autre sujet que nous allons aborder, c'est un atelier donc qui va être mené par Tatiana Rack, notre responsable juridique et déléguée à la protection des données, et moi-même, sur une actualité qu'on a voulu mettre un petit peu en lumière autour de la conformité numérique. Euh, alors, sur cet atelier, sur la diapositive suivante. Ah, oui, alors, Ça arrive, hein, merci beaucoup, Damien. Donc là, effectivement, l'ambition, c'est de pouvoir non pas refaire quelque chose d'exhaustif, mais peut-être mettre en lumière les points de vigilance qu'il est intéressant d'avoir à l'esprit dans le cadre de la pratique quotidienne de vos établissements autour de ces questions de la conformité numérique. Il y a un certain nombre d'actualités récentes que vous avez dû voir passer, mais qu'il est peut-être intéressant de partager pour voir de quelle manière il est important de les traiter et sous quelle forme. Euh, donc, actualité de la conformité numérique, avec sur le second slide, on vous propose 5 thématiques. Une première thématique que je vais vous présenter autour de l'analyse d'impact, la gestion des cookies avec l'avènement d'un nouveau régime de conformité que Tatiana vous présentera de manière détaillée. On aura l'occasion ensuite de revenir sur un référentiel qui est propre aux ESMS, qui a été publié par la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté. Revenir un petit peu aussi sur le rapport d'activité 2020, où là, Tatiana vous présentera justement un petit peu quels sont les points forts et les points saillants qui ressortent de ce rapport d'activité, et surtout quelles sont les lignes de contrôle qui ont été établies dans le plan directeur de la CNIL pour 2021. Et puis, donc, on terminera sur les outils qui sont à votre disposition pour justement piloter, gérer votre conformité au quotidien au sein de votre établissement. Et puis, bien sûr, donc, des questions-réponses. N'hésitez pas, donc, au fur et à mesure, de poser vos questions sur le canal du chat, comme vous le faites dans les ateliers précédents. Alors, comme je vous disais, effectivement, les intervenants, Tatiana, qui intervient, et moi-même, nous sommes nous deux, effectivement, nous fonctionnons au sein du GRAD, mais également, bien sûr, au sein de l'équipe CAFSI. Et donc, Tatiana, outre son expertise juridique, est également DPO de la structure et accompagne régulièrement les établissements sur ces thématiques-là. Voilà. Alors, on rentre peut-être directement dans le vif du sujet. Peut-être première thématique, c'est l'analyse d'impact relative à la protection des données. En fait, c'est une analyse de risque qui est prescrite par le nouveau régime de conformité du type RGPD. Et on a noté fin d'une période de tolérance. Alors, peut-être juste vous expliquer sur le slide suivant en quoi ça consiste. Donc, en mai 2018, si je schématise, le RGPD avait introduit l'obligation de réaliser une analyse d'impact relative à la protection des données avant toute mise en œuvre de traitements susceptibles d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, tel que c'est indiqué là. C'est-à-dire qu'en fait, avant de mettre en place une collecte de données, avant de mettre en place un traitement informatisé ou même pas nécessairement de données qui pouvaient provoquer ou présenter un risque potentiel pour la protection des données à caractère personnel, le RGPD prescrit la nécessité de réaliser une étude, une analyse de risque pour s'assurer des risques à couvrir et voir de quelle manière, surtout, on peut les limiter dès la conception, vous voyez, du traitement. Donc, on est vraiment dans la phase amont.
Alors, sur cette obligation-là, qui était prescrite au titre de 2018, la CNIL avait accordé, pour une période de 3 ans, une dispense temporaire de cette obligation pour permettre aux organismes et à chacune de nos structures de se mettre en conformité. Et vous voyez que sur le slide, depuis le 26 mai de 2021, en tout cas, cette tolérance est arrivée à son terme. Et du coup, l'analyse d'impact est devenue obligatoire pour tous les traitements de données visés à l'article 35 du SGPD. On va y revenir dans la slide suivante, mais y compris pour ceux antérieurs à l'entrée en vigueur au règlement général de protection des données 2018. Ce qui veut dire que en cas, parmi les éléments de conformité, parmi les éléments qui peuvent démontrer votre conformité, l'analyse d'impact est désormais requise. C'est-à-dire en imaginant un contrôle de la CNIL est fondée à vous demander justement les analyses d'impact que vous avez pu mener avant la mise en œuvre des traitements sensibles. Donc là, c'est vraiment un point de vigilance qu'il faut avoir en tête. Et c'est ce sur quoi justement on voulait insister, en tout cas vous alerter, mais vous l'aviez certainement en tête, de cette urgence qu'il y a aujourd'hui à mettre à jour les analyses d'impact des traitements de données qui seraient concernés par cette mesure. Alors, dans le slide suivant, vous avez justement le détail qui vous indique à quel moment je dois mettre une étude d'impact en place. Alors, il y a déjà sur le site de la CNIL, bon, on ne va pas faire un inventaire, ce n'est pas l'objectif, hein, on n'a pas le temps, mais vous avez une liste des traitements de données qui sont dispensés d'analyse d'impact. Donc, l'analyse d'impact, elle est prescrite si le traitement de données va figurer dans la liste établie par la CNIL, parce qu'à l'inverse, la CNIL a établi une liste de traitements pour lesquels il est nécessaire d'avoir cette étude d'impact qui soit réalisée. Et si quelquefois, c'est ni dans la liste des traitements dispensés et ni dans la liste des traitements obligatoires, il y a un critère qui consiste à dire, est-ce que, à travers le tableau qui vous est présenté à l'écran, mon traitement de données, celui que j'envisage, remplit au moins des deux critères ci-dessous. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que ça va être une collecte à large échelle, sur un gros périmètre, une grosse population, mais également ça va concerner des personnes vulnérables. Et on voit que dans nos activités, le terme personnes vulnérables recouvre les patients, les personnes âgées, les enfants, les salariés également. Donc vous voyez qu'en fait, dans le cadre de nos activités respectives, on est souvent dans le cas de traitement fondé sur des personnes vulnérables. Donc, on a déjà au moins ce critère-là qui, par défaut, est accessible. Du coup, pardon, je repartage ça, ce traitement qui est accessible. Donc, voilà, vous avez ces éléments, ces critères qui vous permettent de pouvoir déterminer à partir de quel moment vous devez mettre en place cette étude d'impact. Alors, la méthodologie, on la retrouve sur la slide suivante. Voilà, sur la slide suivante, où en fait il y a plusieurs étapes. Une première qui va consister à délimiter et décrire le contexte, c'est-à-dire en quoi va consister le traitement, qu'est-ce qu'on envisage de réaliser, quelle collecte de données, quel type de données on souhaite collecter. Ensuite, on va analyser les mesures de protection, justement pour éviter la survenance d'un risque. Donc, on va, notamment, c'est les critères propres à la conformité, par exemple, tout ce qui est proportionnalité du traitement, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes les données, ou alors est-ce qu'on a bien minimisé la collecte au strict nécessaire. Protection des droits des personnes concernées, est-ce que le dispositif respecte bien les droits d'information, les droits des différentes personnes auprès de qui les données vont être collectées. À partir de là, la troisième étape, vous avez une évaluation des risques qui est réalisée, une appréciation donc, des dispositifs qui ont été mis en place pour pouvoir traiter les risques, donc les minimiser, les réduire au strict minimum. Et il y a une étape de formalisation de la validation, c'est-à-dire qu'à l'issue de cette étude d'impact,
si le risque résiduel, c'est-à-dire le risque qui subsiste en dépit de tous les mécanismes de protection que vous avez mis en œuvre, reste élevé, vous avez une obligation de demander un avis à la CNIL avant la mise en œuvre de ce traitement. Donc là encore, ce sont des éléments à avoir en tête. Il y a, outre le fait de faire cette analyse d'impact, vous allez arriver à une conclusion qui va être de dire le risque subsistant est quand même important et au-delà du caractère acceptable. Et là, je dois finalement obtenir un avis auprès de la CNIL. Donc, on a mentionné effectivement le fait que en cas de manquement aux dispositions, donc c'est susceptible de faire l'objet d'amendes. Hein, voilà. On y reviendra tout à l'heure dans les outils disponibles pour justement pouvoir mettre au point votre conformité. Sachez, et vous l'avez certainement observé, vous avez un outil qui est fourni par la CNIL, qui est gratuit, qui est en open source, qui vous permet de réaliser une étude d'impact. Donc, vous avez tout à fait le loisir de pouvoir le faire. Voilà. Ce que l'on vous propose, c'est peut-être de pouvoir aborder la gestion des cookies. Tatiana, je te passe la parole. Merci Patrice. Bonjour à toutes et à tous. Un point de situation sur la gestion des cookies. Donc, peut-être la slide suivante. Comme vous le savez probablement, en matière de cookies, 3 textes sont principalement applicables. Il s'agit de la directive européenne e-privacy qui date de 2002 mais qui a été modifiée en 2009. Cette directive a été transposée en droit français au moyen de l'article 82 de la loi informatique et liberté, et cette transposition est relativement récente. Si ma mémoire est bonne, la transposition date de 2018. Et bien sûr, le RGPD qui, depuis son entrée en vigueur en 2018, a renforcé les exigences en matière de validité du consentement. Donc, l'ensemble de ces textes pose en matière de cookies un principe très simple, qui consiste à dire que le consentement préalable de l'utilisateur est nécessaire pour qu'un opérateur puisse soit stocker des informations sur le terminal de l'utilisateur, soit pour pouvoir accéder aux informations qui sont déjà stockées sur ce terminal. Bon, comme d'habitude, il existe une exception à la règle, une exception à ce principe que je viens d'énoncer. Le consentement préalable de l'utilisateur n'est pas requis pour des cookies et des traceurs strictement techniques, c'est-à-dire ceux qui sont nécessaires uniquement pour le bon fonctionnement du service, mais de surcroît du service qui a été dû ou des services qui ont été demandés et demandés expressément par l'utilisateur. Donc, en plus des textes que j'ai cités tout à l'heure, la CNIL a adopté tout récemment, le 17 septembre 2020, des lignes directrices et une recommandation. Les lignes directrices de la CNIL rappellent et explicitent, donc expliquent le droit applicable en matière des cookies, et la recommandation de la CNIL va encore plus loin dans le détail et propose des modalités pratiques pour recueillir le consentement. Peut-être la slide suivante. Alors, quelles sont les principales nouveautés qui ressortent de tout ce que je viens d'expliquer? Les principales nouveautés, il y en a 2. La première consiste à dire que désormais, la simple poursuite de la navigation sur un site ne peut plus être considérée comme une expression valide du consentement au dépôt de cookies. C'est-à-dire que pour considérer que l'utilisateur a bien consenti au dépôt de cookies, il faut que ce consentement résulte d'une action claire, positive de l'utilisateur. Et la deuxième nouveauté qui résulte des différents textes, c'est qu'aujourd'hui, les opérateurs qui exploitent
des cookies et autres traceurs doivent être en mesure à tout moment de prouver qu'ils ont bien recueilli le consentement de l'utilisateur, c'est-à-dire que le recueil du consentement doit être tracé et documenté. Donc, pour que les opérateurs et les différents acteurs concernés puissent s'adapter à ces nouvelles règles et les intégrer dans leur pratique quotidienne, la CNIL avait laissé ce qu'elle avait appelé une période d'adaptation. Mais cette période d'adaptation est arrivée à son terme le 31 mars 2021, donc récemment, et ça veut dire qu'on n'est plus en période d'adaptation, et ça veut dire que désormais, l'ensemble des nouvelles exigences s'appliquent pleinement. Et d'ailleurs, le respect des règles applicables aux cookies et autres traceurs a été identifié et défini par la CNIL comme l'une des priorités de contrôle pour l'année en cours. Et aussitôt dit, aussitôt fait, la présidente de la CNIL a déjà adressé, tout récemment, le 18 mai 2021, une vingtaine de mises en demeure aux différents organismes. Et parmi ces organismes figurent bien entendu les organismes, les entreprises privées, mais aussi les organismes publics. Donc, ces mises en demeure ont été envoyées puisque la CNIL a estimé que les sites Internet de ces organismes concernés ne permettaient pas aux internautes de refuser les cookies aussi facilement que de les accepter. Donc, les organismes qui ont été mis en demeure par la CNIL disposent d'un délai d'1 mois pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles. Donc, d'où l'importance effectivement, de bien comprendre, de bien intégrer ces nouvelles règles dans votre pratique quotidienne et surtout bien vérifier vos sites Internet pour vous assurer que le système mis en place respecte bien ces exigences. Et donc là, sur la slide qui s'affiche, vous voyez une petite checklist, donc des éléments à vérifier pour vous assurer de votre conformité. Donc, on y retrouve notamment la validité du consentement, on retrouve le côté de traçabilité et il y a des préconisations telles que, par exemple, le bandeau cookie doit détailler les finalités pour lesquelles ces cookies sont déposés. Là, on fait le lien avec l'obligation d'informer l'utilisateur, parce que bien entendu, l'utilisateur, pour pouvoir consentir et valablement consentir, il doit préalablement être informé et comprendre ce que c'est que les cookies, à quoi ça sert et pourquoi on lui demande de consentir au dépôt des cookies. Et bien entendu, cette règle qu'il ne faut jamais perdre de vue et que j'ai expliqué tout à l'heure, que le fait que l'utilisateur poursuit sa navigation sur le site sans avoir cliqué sur le bouton comme quoi il accepte le dépôt de cookies, donc cette simple poursuite de navigation ne signifie absolument pas aujourd'hui que l'utilisateur a accepté le dépôt de cookies. C'est-à-dire il ne peut pas y avoir d'acceptation implicite. Il faut que l'acceptation, l'accord soit express et qu'il résulte d'une action positive, telle que par exemple le clic sur un bouton « J'accepte ». Et bien entendu, les cookies de mesure d'audience, mais attention, sous certaines conditions, ne sont pas soumis à l'exigence du consentement préalable. Et je laisse la parole à mon collègue pour aborder un autre sujet d'actualité. Merci beaucoup, Tatiana. Donc là encore, on voulait peut-être attirer votre attention sur un référentiel qui a été publié par la CNIL, qui concerne en fait les établissements sanitaires et médico-sociaux, sur les traitements de données à caractère personnel pour la prise en charge des personnes âgées en situation de handicap ou en difficulté.
Alors, là encore, vous verrez, on en reparlera, mais vous avez vraiment une mine d'informations qui est accessible et vous l'avez déjà certainement en tête sur le site de la CNIL, où vous pouvez retrouver tous ces éléments de manière détaillée et souvent de manière très pédagogique où les éléments sont rappelés. Alors, ce référentiel, il a été publié par la CNIL au mois de mars 2021. Alors, peut-être rappeler un principe général, c'est que ce n'est pas un outil qui a force de contrainte, c'est pas un texte de loi, mais en fait, il est recommandé de documenter en fait les écarts éventuels avec ce guide de bonne pratique, ce référentiel qui est publié par la CNIL. Donc là encore, les établissements sont encouragés dans leur démarche à utiliser ce référentiel pour se mettre en conformité et pour pouvoir déterminer justement les natures de données qu'ils vont pouvoir collecter, les durées de conservation, et puis également avoir dans quel cadre la fameuse analyse d'impact dont on parlait tout à l'heure va être nécessaire. Donc vous voyez qu'en fait tout est lié, hein, bien sûr. Alors, sur le prochain slide, vous avez justement de manière synthétique à qui va s'adresser ce référentiel. De manière générale, c'est tout le secteur social et médico-social. Et si quelquefois, alors vous verrez que dans le référentiel, il y a une liste précise qui existe avec tel type de structure. Donc, on n'a pas voulu la présenter parce que ce serait fastidieux. Mais il y a une autre définition où la CNIL précise que cette liste n'est pas exhaustive et que du moment que votre organisme accueille, héberge ou accompagne sur le plan social ou médico-social les publics cités, c'est-à-dire en fait donc les personnes en situation de handicap ou en difficulté ou les personnes âgées, vous êtes enfin tenu, ou en tout cas il vous est conseillé d'utiliser ce référentiel. Et si quelquefois vous ne le mettez pas en œuvre, il faut pouvoir documenter les écarts, c'est-à-dire ce pourquoi vous ne respectez pas ces bonnes pratiques. Vous pouvez tout à fait, de manière légitime, dire ben voilà, moi j'ai décidé de ne pas l'utiliser pour telle et telle raison. Simplement, il faut être en capacité de pouvoir l'objectiver, là encore en cas de contrôle de la CNIL, pour pouvoir expliquer pourquoi le référentiel n'a pas été mis en œuvre. Et vous voyez qu'il y a une exclusion qui concerne en fait tous les traitements qui concernent la protection de l'enfance, le cas particulier des mandataires judiciaires pour la protection des majeurs, lié au fait que vous avez des référentiels spécifiques qui sont en cours de rédaction par la CNIL et qui vont concerner donc le cas particulier des mineurs et donc le cas de la protection des majeurs. Alors, ce sur quoi traite le référentiel, c'est bien sûr les traitements de données à caractère personnel et les traitements de données dans le cadre de l'accompagnement des trois publics que nous avons cités. Et vous verrez que dans ce référentiel, le référentiel va vous proposer les bases légales que vous allez pouvoir retenir pour légitimer la mise en œuvre de vos traitements. De la même manière, vous allez pouvoir envisager les données susceptibles d'être collectées. Là encore, c'est des données indicatives, mais il est intéressant de pouvoir s'y conformer, en tout cas de s'y intéresser. Là encore, il y a des propositions qui sont faites sur les durées de conservation. Vous savez qu'on est tenu, au titre du RGPD, de ne pas pouvoir garder ad vitam aeternam toutes les données sur les personnes auprès duquel on collecte les données. Là, vous avez des réponses sur les durées de conservation. Réponse également sur les destinataires légitimes sur ces données. On parle des destinataires externes, les organismes avec lesquels vous travaillez, les autorités de tutelle, etc., les autorités judiciaires ou autres. Là encore, ça vous donnera un éclairage dans le cadre de ce référentiel. Bien sûr, comment traiter l'information et le droit des usagers, cette fameuse information préalable, si quelquefois vous recueillez le consentement, ou tout simplement même dès que vous allez collecter une donnée, en expliquant ce pourquoi vous avez besoin de cette donnée-là. Et puis, un dernier item qui est la proposition de mesures de sécurité. Donc, là encore, un référentiel bien utile pour nos collègues du secteur médico-social et social, où là, vraiment, la CNIL a pris soin d'apporter des réponses et de donner un vrai guide pratique auquel vous pouvez vous référer donc sur l'intermédiaire de ce guide.
Voilà pour cette slide. Donc, l'objectif de conformité, hein, il est résumé un peu par cette cible-là. Quelle est la cible de ce référentiel? C'est de pouvoir accompagner les établissements sur la mise en conformité de la protection des données qui sont gérées. Donc, c'est pour se conformer au RGPD, hein, vous avez en tête les fameuses obligations qu'il est nécessaire de mettre en œuvre. C'est disposer d'un registre des traitements dans lequel vous allez indiquer finalement quels sont les traitements de données et les détailler. Disposer d'un référent à la protection des données ou éventuellement d'un DPO suivant la structure dans laquelle vous vous trouvez. Être en capacité d'informer clairement les usagers de leurs droits et ce pourquoi la collecte de données est faite auprès d'eux, et pouvoir, là encore, évaluer les risques sur la vie privée et réaliser donc les analyses d'impact dont on parlait, qui sont nécessaires, là encore, pour des populations qui sont dites vulnérables. Donc, vous voyez qu'on a au moins un des critères nécessaires à la réalisation d'une AEPD qui est déjà indiqué ici. Voilà rapidement la mise en lumière de ce référentiel qu'on vous invite peut-être à parcourir et sur lequel on pourra répondre à vos questions, soit après la fin de l'intervention ou même plus tard, à travers le contact que vous pourrez avoir avec nous dans le cadre du mail CAPSI. Voilà pour cette partie. Je repasse la parole à Tatiana. Merci. Avant de passer au sujet suivant, peut-être un petit complément d'information à l'intervention de mon collègue qui a évoqué tout à l'heure qu'un autre référentiel, un référentiel complémentaire pour le secteur social et médico-social était attendu. Et justement, l'information vient de tomber. La CNIL a publié sur son site une consultation qui est ouverte jusqu'au 31 juillet 2021. Donc, cette consultation vise justement le projet de référentiel qui est relatif à l'accompagnement social et médico-social des mineurs et des jeunes majeurs. Donc, n'hésitez pas pour tous ceux qui sont intéressés à y participer, donc participer à cette consultation, mais en tout cas, ça veut bien dire que ce référentiel va paraître assez prochainement. Finalement, c'est la matinée des scoops. Hein. Outre l'escape game, voilà, en avant-première, vous avez l'information sur ce référentiel qui vient de sortir. Merci, Tania. Et donc, pour passer maintenant au rapport d'activité de la CNIL, le rapport d'activité qui était sorti au titre de l'année 2020, ce rapport part d'un constat, un constat très simple. Il a été observé une hausse de près de 50% des actes externes malveillants ayant provoqué une violation de données. Et donc, malheureusement, cette hausse d'actes et d'actions malveillants concerne essentiellement les administrations publiques, le secteur de la santé et le secteur de l'action sociale. Donc, on est vraiment en plein là-dedans, ça nous concerne directement. Sur la base de ce constat, et c'est la slide suivante, la CNIL a défini les orientations et les thématiques prioritaires pour ces contrôles de l'année 2021, c'est-à-dire l'année en cours. Et donc, sans surprise, on retrouve 3 orientations suivantes. Le niveau de cybersécurité des sites web français, la sécurité des données de santé et le respect des règles applicables aux cookies et autres traceurs. Donc, c'est ni plus ni moins. Donc, la sécurité des données de santé, c'est ni plus ni moins ce que je viens de dire. C'est le constat comme quoi, dans ce domaine-là, il a été observé une hausse des actes malveillants. Et ensuite, les sites Internet, les sites web et l'application de la réglementation relative aux cookies et autres traceurs, donc ça fait l'écho aux actualités que nous avons vues à l'instant. Voilà, donc, pardon, Tania. Voilà, et donc, pardon, pour vous aider dans votre démarche, et notamment votre démarche de mise en conformité,
Vous avez bien sûr une multitude d'outils, mais nous avons pensé que déjà on pouvait faire ici, vous faire un petit rappel sur les outils qui sont très facilement accessibles, les outils enfin, simples. Déjà, vous avez, c'est la slide suivante, vous avez la liste de ces outils. Bien entendu, vous avez le site de la CNIL. Vous avez également le site CAPSI, c'est-à-dire le site de notre cellule d'appui. Et vous avez, pour toute information, pour toute question, la possibilité de nous contacter directement et notamment par la messagerie. Vous avez donc sur la slide notre adresse mail. Vous avez à votre disposition sur le site de la CNIL un outil de gestion de la conformité, c'est-à-dire c'est un logiciel gratuit qui permet de réaliser les analyses d'impact. Et cet outil, en fait, non seulement il est gratuit, mais en fait, il est utilisé, même les cabinets de consulting ou les cabinets qui sont spécialisés en question de sécurité et de conformité au RGPD, ces cabinets-là utilisent souvent ce même outil. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à aller vers cet outil-là. Et aussi, au titre de formation, de sensibilisation, vous avez également 2 autres outils gratuits qui sont facilement accessibles en ligne. Ce sont 2 MOOC. Un MOOC qui est mis en ligne par la CNIL et un autre MOOC sur la cybersécurité qui est mis à disposition du grand public par l'ANSSI. Donc, le MOOC de la CNIL, attention, donc il a été disponible jusqu'à il y a quelques jours et la CNIL a annoncé qu'il était en cours de refonte. Donc, peut-être que si vous voulez utiliser ce MOOC là immédiatement, ce n'est pas certain que vous puissiez créer un compte et l'utiliser. Mais la refonte de ce MOOC, je pense, va pas prendre énormément de temps. Et donc, le MOOC sera de nouveau disponible prochainement. Et j'ai cru comprendre que c'était également la même chose pour l'ANSSI. Et ça laisse penser d'ailleurs que ces 2 MOOC sont en quelque sorte synchronisés, c'est-à-dire que aussi bien l'ANSSI que la CNIL prend soin à ce que les informations qui sont délivrées au travers de ces 2 MOOC soient en cohérence les unes avec les autres.